Salut tout le monde et bienvenue à cette troisième capsule de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre, le chapitre 2, qui va parler du cycle de vie des objets. Donc jusqu'à présent, on a vu comment créer les premières classes, comment on pouvait déclarer nos premières classes avec des attributs, des méthodes, accessoires, immutateurs. Là maintenant, on va se pencher sur ce qui se passe exactement quand on crée un nouvel objet, une instance d'une classe quelconque. Qu'est-ce qui se passe quand elle arrive en mémoire? Comment intervenir dans sa construction, puis qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle disparaît de la mémoire, puis comment on peut intervenir dans sa destruction. Donc, c'est ça le cycle de vie des objets et c'est de ça qu'on parle dans le chapitre 2. Donc, on va commencer par parler des services par défaut d'une classe. Les services par défaut, c'est ceux que vous avez utilisés jusqu'à maintenant sans nécessairement vous en rendre compte. Le premier service par défaut, qui est toujours pris en charge par le système de peu importe ce qu'on fait, c'est la construction. Jusqu'à présent, lorsqu'on déclare un objet d'une classe quelconque, mettons que je me fais un entier encapsulé, puis je l'appelle mon entier, donc j'écris simplement dans mon main C entier encapsulé mon entier. Bien, à ce moment-là, l'objet est construit. Il est placé en mémoire en quelque part, mais tous ses attributs sont non initialisés. Donc, vous avez probablement remarqué ça, que si on affichait le contenu d'un attribut, on avait juste un nombre quelconque, généralement un gros nombre négatif aléatoire. Donc ça, c'est un nombre non initialisé, mais quand même, l'objet est construit, il est placé en mémoire, il existe quelque part, donc il est créé sur la pile, puis on peut l'utiliser sans qu'on ait rien à programmer en tant que tel pour ça. La construction d'une copie va se faire aussi de façon automatique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir copier un objet dans un autre objet. Ça va se faire automatiquement. Le nouvel objet va être créé en mémoire tout seul et la copie des attributs va se faire d'un à l'autre. Par exemple, dans mon entier encapsulé, il y a un attribut nombre. Si je fais une copie d'un objet entier encapsulé dans un autre, bien, le nombre qui est à l'intérieur de l'objet source va être copié dans le nombre qui est à l'intérieur de l'objet destination. On appelle ça une copie membre à membre. En anglais, c'est une shallow copy, ce qui veut dire une copie superficielle ou une copie sans profondeur en surface. Ce que ça veut dire, c'est que les attributs, leurs valeurs sont copiées dans le nouvel objet, ce qui généralement fait l'affaire. Par contre, on va voir que lorsqu'on va arriver avec des pointeurs, que là, ça va devenir problématique. Donc, pour l'instant, la construction d'une copie est gérée automatiquement. Puis la façon dont c'est géré fait la job. Mais bientôt, quand on va arriver au chapitre 4, ça ne fera plus la job, puis il va falloir être capable de programmer autrement. L'affectation entre les objets d'une même classe, si je dis mon objet A est égal à B, B étant un autre objet créé précédemment, bien ça va se faire aussi automatiquement en faisant une copie de membre à membre. Donc, on a deux objets, puis on dit que le premier est égal au deuxième. Donc, le deuxième va se copier dans le premier de la même façon. Et la destruction, lorsqu'on n'a plus besoin d'un objet, que l'objet arrête de vivre parce qu'on atteint la fin du bloc dans lequel il a été déclaré, bien, la mémoire est libérée. Et ça aussi, ça se fait automatiquement, puis on n'a rien à faire pour ça. Donc ça, c'est les 4 services par défaut qui fonctionnent très bien jusqu'à maintenant. On a vu que ça fonctionnait sans aucun problème. Par contre, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ces services-là peuvent être redéfinis d'une façon quelconque. Par exemple, si je prends mon entier encapsulé, le même exemple qu'on a pris la dernière fois, j'ai un entier à l'intérieur d'une classe qui contient un get puis un set. Donc, c'est juste comme un enrobage autour d'un entier pour comprendre la façon dont les objets sont faits. Si j'ai un main comme celui-ci, je peux d'ailleurs le regarder dans Visual Studio, c'est toujours plus sympathique. Donc, j'ai ce main-là qui se déclare deux entiers encapsulés. Bien, aussitôt qu'il fait ça, la construction par défaut est invoquée et puis les objets sont construits dans la mémoire. Ensuite, je dis, premier entier, je set son entier à 10. Donc, j'appelle son mutateur et je lui passe 10. Ensuite, j'appelle la fonction afficher un objet à laquelle je passe mon entier. Et ça, c'est très possible, évidemment, de faire ça. Comme un entier encapsulé, c'est un nouveau type de données qu'on s'est déclaré, bien, je peux avoir une fonction bien banale comme ça, qui fait comme un peu partie du main dans le même fichier. Je déclare que la fonction accepte un entier en paramètre, un entier encapsulé. Et puis cette fonction-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va afficher l'entier à l'intérieur de l'objet qu'elle a reçu. Bien, lorsque j'appelle afficher un objet, je lui passe l'objet, mais le fait de passer l'objet, ce qui est fait en réalité, c'est une copie de l'objet. Entier 1 va être copié à l'intérieur de param.
puis là, ensuite, c'est param qui va être utilisé. Donc, il y a une construction d'une copie qui est faite automatiquement lorsqu'on passe l'objet en paramètre. Donc, ça, c'est un bon exemple de la construction par défaut. Je n'ai rien eu à programmer dans mon objet. Il va se copier correctement. La valeur de l'entier underscore qui est ici va aller dans la valeur de celle-là. Puis quand je vais faire get entier, ça va marcher. Si je fais entier 2 est égal à entier 1, bien là, on a un exemple d'une affectation d'un objet à un autre qui aussi est prise en charge. Je peux afficher l'entier 2, une autre copie est refaite. Et lorsque j'arrive ici à la fin du main, les deux objets sont détruits. Et ça aussi, ça se fait automatiquement. Remarquez que lorsque je suis dans la fonction, que l'entier 1 a été copié dans param, la copie s'est faite automatiquement, j'affiche quelque chose, et lorsque j'ai fini la fonction, param va être détruit automatiquement lui aussi. Donc la destruction se fait à la fin du bloc où l'objet a été déclaré, et comme cet objet-là est un paramètre, ben, il a été déclaré au début du bloc de la fonction. Il arrête de vivre à la fin du bloc. Donc tout ça, ça se fait tout seul. On n'a rien à faire. Dès que j'ai déclaré ma simple classe entier-encapsulée, tout ça s'est pris en charge automatiquement et ça fonctionne. Donc, c'est bien beau tout ça, mais si tout fonctionne tout seul, qu'est-ce qu'on a à apprendre dans ce chapitre-là? Ben, c'est que des fois, le service par défaut ne suffit pas. Par exemple, la construction par défaut n'initialise pas les attributs. Donc ça, c'est dommage. Ça pourrait être le fun pour nous de faire un constructeur qui met déjà des valeurs intelligentes dans les attributs. Donc si on veut, on peut implémenter nous-mêmes la construction d'un objet, sa copie, l'affectation d'un objet à un autre et la destruction d'un objet. On peut choisir qu'est-ce qui va se passer exactement lorsque ces 4 services-là sont déclenchés, plutôt que de se baser sur les simples services par défaut. Donc, comment on va faire ça? Bien, on peut se déclarer un constructeur dans notre objet, dans notre classe, pardon. On va se déclarer un constructeur dans la classe qui va initialiser l'objet une fois qu'il a été alloué en mémoire. Donc, ce constructeur-là va être appelé automatiquement dès qu'on va l'invoquer en créant un objet, généralement simplement en déclarant un objet. Et puis, le constructeur va donc contenir toutes les choses qui devront être faites aussitôt que l'objet est créé en mémoire. On peut se déclarer un constructeur de copie pour remplacer le constructeur de copie par défaut si on a des choses spécifiques qu'on veut faire. Ça, on y reviendra dans la prochaine capsule. On peut se déclarer un destructeur qui permet de faire le ménage un peu avant que l'objet soit effacé de la mémoire. Par défaut, l'effacement de la mémoire de l'objet, ça, c'est fait automatiquement, puis on n'a rien à lui demander pour que ça soit fait. Par contre, des fois, on va vouloir faire quelque chose, par exemple, fermer un fichier sur lequel on était connecté, se déconnecter d'une base de données, libérer des objets pointés par nos pointeurs. Donc ça, c'est des trucs un petit peu plus avancés. On va y revenir plus tard dans la session. Dans la prochaine capsule, on va voir comment déclarer un destructeur, c'est facile, mais on va vraiment, le destructeur et le constructeur par copie, comprendre leur utilité réelle un peu plus tard dans la session. La surcharge de l'opérateur égal va nous permettre de changer la façon dont un objet est affecté à un autre. Quand je fais l'objet A est égal à l'objet B, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si je veux modifier ce qui se passe, ça va être avec la surcharge de l'opérateur égal. Et ça, on va y revenir à la fin de la session. C'est assez avancé. Donc, ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est plutôt simplement sur les constructeurs de base. Voyons voir. Qu'est-ce que ça fait un constructeur? Bien, vous savez déjà que si je déclare un objet comme ça, qui est déclaré comme un entier encapsulé, et j'affiche son get entier, le résultat du get entier, je vais voir quoi? Une valeur aléatoire. J'aimerais bien ça à la place que lorsqu'on crée un objet, qu'il y ait déjà des valeurs intelligentes de placer dedans. Parce que peut-être que moi, je veux faire des règles que c'est interdit d'avoir des valeurs négatives dans mon objet ou des valeurs plus grandes que X ou plus petites que Y. Donc, peu importe, on peut avoir différents critères pour déterminer qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre objet. Je vais me casser la tête à faire un mutateur spécifique qui va refuser certaines valeurs, mais si l'objet est créé et que l'utilisateur ne met rien dedans, il commence avec une valeur qui est potentiellement illégale. Donc, ce n'est pas tellement pratique pour moi. Donc, de forcer l'utilisateur à appeler un set avant de pouvoir faire un get puis d'utiliser l'objet, donc de finalement dire à l'utilisateur, dès que tu déclares un objet, n'oublie pas de setter une valeur intelligente dedans avant de t'en servir, ben c'est un peu bancal comme solution.
Un objet bien fait devrait s'auto-initialiser à des valeurs qui sont cohérentes et qui sont permises dans son concept et ne devrait pas se fier sur l'utilisateur pour y mettre quelque chose qui a de l'allure dès le départ. Donc ça, c'est un truc à retenir. Le constructeur, lorsqu'un objet est créé, donc dès qu'on déclare un objet, le compilateur va automatiquement invoquer une méthode qui va initialiser l'objet, puis cette méthode-là s'appelle un constructeur. La job du constructeur, à la base, le seul travail qui est essentiel, c'est qu'il doit initialiser tous les attributs. Donc, mettre une valeur dans chaque attribut de l'objet. S'il y a 5 attributs, il va mettre 5 valeurs, puis en s'assurant que ce sont des valeurs qui sont cohérentes et qui sont logiques pour notre objet. Potentiellement, il va aussi faire d'autres choses. Il va peut-être exécuter d'autres instructions qui sont requises pour que l'objet soit considéré bien initialisé, puis ça va dépendre d'un objet à l'autre. Particularité du constructeur, c'est que c'est comme une méthode, donc c'est comme un peu une fonction à l'intérieur de la classe, qui va porter le même nom que la classe et qui n'aura pas de type de retour. Ça, c'est spécial. Il n'y aura même pas void. Il y aura juste pas de type de retour. Un constructeur, ça n'a pas de type de retour. Alors là, il faut philosophiquement voir la différence entre une méthode qui retourne void puis une méthode qui retourne rien, même pas void, qui n'a pas de retour. Donc, c'est pas la même chose. Les deux semblent ne rien retourner, puis donc on pourrait croire que c'est pareil, mais non. Un constructeur peut avoir des paramètres ou peut ne pas en avoir. S'il y en a, il peut en avoir le nombre qu'on veut. Et c'est possible d'avoir plusieurs constructeurs différents dans une même classe. Ils vont tous avoir le même nom, soit le nom de la classe. Ils vont tous avoir aucun type de retour. Mais ils vont avoir des paramètres différents. C'est ça qui va les différencier. Peut-être qu'il y en a un qui n'aura pas de paramètres, un qui en aura un qui en aura deux. Ils peuvent tous coexister dans la classe pour donner des options à l'utilisateur de comment tu peux construire un objet. Donc, on peut en faire autant qu'on en a besoin selon la logique qu'on a. Donc, on va voir, premièrement, si je veux faire un constructeur. Le constructeur le plus simple, ce serait le constructeur sans paramètres. Donc, un constructeur sans paramètres, c'est unique, il y en a juste un, c'est celui qui n'a pas de paramètres, et il va être appelé automatiquement lorsqu'on se déclare un objet comme on le fait depuis le début, c'est-à-dire si on va dans le main et qu'on fait juste déclarer un objet comme ça, c'est le constructeur sans paramètres qui est appelé automatiquement. Donc, comment on déclare ce constructeur-là? Bien, les constructeurs, presque tout le temps, ils vont être publics. Disons, dans le cadre de ce cours-là, ils vont toujours l'être, mais vous verrez plus tard quelques petites variantes. Donc, le constructeur porte le même nom que la classe. Donc, C entier encapsulé. Donc, pas de type de retour, donc on ne met rien ici à gauche. On commence juste par le nom. Et le constructeur sans paramètres, ben, n'a pas de paramètres. Fait que j'ai juste à faire ça, et voilà, j'ai déclaré un constructeur sans paramètres à ma classe. En faisant ça, je viens de dire, OK, là maintenant, le service par défaut qui construisait l'objet automatiquement, il n'y existe plus. Maintenant, quand on veut construire un objet, ça va passer par mon constructeur sans paramètres. Donc, là, évidemment, on l'a juste déclaré. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il va falloir lui donner un corps en allant le définir dans le CPP de la classe, de la même façon que toutes les autres méthodes. Puis on fait ça comment? On fait ça de la même façon. Le type de retour, il n'y en a pas. Ensuite, on n'oublie pas qu'on met le nom de la classe, suivi de 2 points, 2 points, et le nom de la classe encore, puisque le constructeur porte le même nom que la classe, et les parenthèses vides, puisqu'il n'a pas de paramètres. Donc, voilà. C'est assez particulier comme façon de faire. Au début, ça fait bizarre. On écrit le nom de la classe 2 fois, mais ici, c'est juste pour dire une méthode qui s'appelle C entier encapsulé, qui fait partie de la classe C entier encapsulé. Cette méthode-là, c'est nécessairement un constructeur, puisqu'elle a le même nom que la classe. Puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur du constructeur? Bien, on va dire, je vais mettre une valeur à chacun de mes attributs. Ici, ma classe, elle n'a qu'un seul attribut. Je vais lui mettre une valeur. Quelle valeur? C'est moi qui décide. Je choisis la valeur que je veux selon mon concept à moi. Mais comme j'ai ici un mutateur dans ma classe, ça serait encore beaucoup mieux de l'utiliser plutôt que de simplement accéder à l'attribut directement. Donc, on se rappelle que même à l'intérieur de nos fonctions, si on a un set puis un get, on utilise le set puis le get pour centraliser les endroits où on accède
à nos attributs. Comme ça, si jamais on change quelles valeurs sont permises ou pas, tout le monde est affecté. Donc, je vais avoir ici un appel à chaque mutateur de chacun de mes attributs. Puis là, et voilà, mon constructeur existe. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Dans mon main, lorsque je vais me déclarer des entiers ici, le constructeur, ce ne sera plus le constructeur par défaut qui va être appelé. Ça va être le constructeur sans paramètres que je viens de faire. Et comment je peux m'en convaincre? Regardez, je vais enlever ces deux lignes-là, donc les lignes qui mettent des valeurs à l'entier. Je me déclare donc l'entier 1 et l'entier 2 et je les affiche immédiatement. Rappelons que l'affichage va simplement appeler getEntier, puis va afficher ceci. Donc, je compile et j'exécute. Et là, comme par magie, c'est écrit 0, 0. Donc, ça a fonctionné, ça a mis une valeur dans mes attributs. Remarquez que depuis la dernière version de C++, il est permis de faire quelque chose comme ça, de mettre une initialisation à un attribut directement dans le point H de la classe, dans la déclaration de la classe. Ce qui revient exactement au même que de se faire un constructeur sans paramètres. Pourquoi on utiliserait un plutôt que l'autre? Ça a l'air beaucoup plus facile à faire. Et évidemment, oui, c'est une bonne idée, sauf qu'il faut se rappeler que le point H, lui, va toujours être fourni à l'utilisateur de notre objet. Si on compile notre classe, puis qu'on la fournit comme une bibliothèque, il va avoir accès au point H. Il n'aura pas accès au point CPP, donc il pourrait potentiellement décider qu'il change les valeurs par défaut des objets, ce qui n'est peut-être pas quelque chose qu'on veut permettre. En plus, il va y avoir certains cas spécifiquement où il faut absolument y avoir un constructeur sans paramètres pour que ça fonctionne, notamment dans le cas des tableaux. Donc, dans le cadre de notre cours, on recommande de ne pas initialiser les variables directement dans la classe, dans la déclaration de la classe, mais plutôt d'utiliser des constructeurs. Donc voilà, ça c'est le constructeur sans paramètres. Pas plus compliqué que ça. Tout fonctionne maintenant correctement. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait déclarer plusieurs constructeurs. Donc, l'important, quand j'en déclare plusieurs, c'est qu'ils soient tous avec une signature différente. La signature, c'est les paramètres qu'ils vont recevoir exactement, c'est-à-dire le nombre et le type des paramètres dans un certain ordre. Donc, j'en ai un qui ne contient rien. Je peux en faire un autre qui contient un entier, par exemple. Et ça va se faire très souvent. Je fais ça comme ça. Je déclare un deuxième constructeur, toujours portant le même nom que la classe, toujours sans type de retour. C'est un constructeur, c'est toujours pareil. La différence ici entre les deux, c'est que celui-là, il a un paramètre. C'est un paramètre int qui s'appelle entier. Quand je vais venir ici, je vais, dans mon CPP, définir ce constructeur-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec? La plupart du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais dire set l'entier à la valeur de l'entier que tu as reçu en paramètre. Donc, autrement dit, quand on construit l'objet, on va recevoir un entier. Prends cet entier-là, puis mets-le dans ton attribut. Donc, plutôt que de mettre une valeur par défaut, ce qui est le cas des constructeurs sans paramètres, on va permettre à l'usager de choisir la valeur qu'il veut mettre. Par contre, comme on passe par notre set, si notre set limite les valeurs qui sont permises, l'usager ne pourra quand même pas mettre n'importe quoi. Il va pouvoir passer n'importe quelle valeur, mais peut-être que nous, on va la refuser ultimement. Donc, on continue de contrôler la cohérence de notre objet selon le concept qu'on a. Et là, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Pardon, ce fichier-là, aucun rapport ici. Ça va être de faire quelque chose comme ça. Je peux me déclarer un entier encapsulé, je vais l'appeler entier 3, et je vais pouvoir, à la déclaration, passer un nombre. Par exemple, 15. Puis là, je vais afficher mon entier 3 à la suite des autres. Donc, vous voyez, le constructeur avec paramètres, ce qui permet de faire pour l'utilisateur, c'est que lorsqu'il déclare un objet, il peut mettre des parenthèses et passer des valeurs aux attributs directement comme ça. Nous, notre constructeur va les remettre dans les attributs de façon correcte. Et là, ce que ça va nous donner, c'est que lorsqu'on va exécuter ça, sans surprise, nos deux premiers sont initialisés à 0 et notre troisième est initialisé à 15 parce que c'est ce qu'on a choisi. Donc,
C'est très courant de faire plusieurs constructeurs, un sans paramètres pour que par défaut, juste si on fait juste déclarer un objet, il va tout de suite avoir des valeurs intelligentes dans ses attributs. Donc la façon de base, et d'en faire au moins un autre avec acceptant des paramètres pour chaque attribut pour que l'usager puisse facilement, à la déclaration, décider certaines valeurs sans devoir appeler un set entier après. Imaginons un objet qui a 5 paramètres, bien, au lieu d'appeler 5 sets, 5 accesseurs, 5 mutateurs, il va tout simplement passer les différents paramètres ici. Il pourrait faire une affaire comme ça. Et toutes ces valeurs-là se placeraient dans les bons attributs. Évidemment, il faudrait que ça fonctionne avec notre objet. Donc ça, c'est le constructeur avec paramètres. Et il peut y en exister plusieurs. On peut en avoir un avec un seul paramètre, un avec deux, un avec trois. On choisit ce qu'on veut faire selon les attributs qu'on veut initialiser et les options qu'on veut donner à notre utilisateur lorsqu'il va se déclarer des objets. Un autre petit truc que je vais vous montrer en terminant cette capsule-ci, c'est les constructeurs avec des paramètres incluant des valeurs par défaut. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut d'abord faire une petite parenthèse et savoir que en C++, un paramètre dans n'importe quelle fonction, n'importe quel sous-programme, procédure, constructeur, tout ça, c'est toute la même chose. Un paramètre peut avoir une valeur par défaut. Cette valeur-là va être définie uniquement dans le point H. Et lorsqu'on appelle la fonction ou le sous-programme, si on ne lui spécifie pas de paramètres à l'appel, il va utiliser la valeur par défaut. On a un exemple ici. L'exemple, pour que ça soit plus clair, je vais vous le faire ici dans le main. Donc, supposons que je me fais une fonction comme celle-ci. Ça ne sera pas une fonction, ça va être plutôt une procédure, donc qui retourne void, qui s'appelle afficher. Et la procédure afficher, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accepter un string qui va être le message à afficher et un entier qui va être le nombre de fois qu'on veut que ce message-là soit affiché. Donc, comme j'utilise un string, je vais inclure string ici. Puis là, ma fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais décider que, de façon très, très simple, je vais juste faire une boucle for qui va de 0 à plus petit que le nombre de fois et qui va juste faire cout string avec un endline. Pardon. Plus intelligent comme ça. Cout le message. Donc, elle va afficher le message un certain nombre de fois. Donc ici, pour l'instant, je vais commenter tout ça. Là, tout ça, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Donc, je commence par afficher. Si j'écris le message, affiche le message bonjour 10 fois, ça devrait tout simplement nous afficher le message bonjour 10 fois. Bon, là, il n'y a rien de nouveau ici encore. J'espère que j'ai perdu personne et que j'ai rien appris à quiconque. Ce qui est nouveau, c'est qu'on peut mettre des paramètres par défaut. Je pourrais dire, OK, par défaut, ton message, ça va être message. Puis par défaut, ton nombre de fois, ça va être 1. Je vais tout simplement, dans la déclaration de la fonction, ce qui se retrouve normalement dans le point H, là je fais ça cheapement, tout dans le main, je vais mettre égal à une valeur. Donc, je vais déclarer le paramètre message va être égal à une valeur, le paramètre fois va être égal à une autre valeur. Et l'idée, c'est que lorsque je vais appeler ma fonction, si je veux, je peux choisir d'appeler la fonction en omettant les derniers paramètres. Par exemple, je pourrais dire, je vais écrire le message « Allô », mais je ne dirai pas combien de fois. Ou encore, je vais appeler « Afficher » et je ne dirai pas de message ni combien de fois. Qu'est-ce qui va se passer ici? Bien, vous allez voir, quand j'appelle ma fonction avec les deux paramètres, il va utiliser les deux. Il écrit « Bonjour » 10 fois. Ensuite, le « Allô », je ne dis pas combien de fois. Bien, par défaut, il va le faire une fois. Et quand j'appelle afficher puis que je dis rien du tout, il va prendre le message par défaut qui est message, puis le nombre de fois par défaut qui est 1, fait qu'il va écrire message une fois. Donc ça marche pour n'importe quelle procédure ou fonction que je veux. Si je mets des valeurs dans la déclaration de la fonction égale à une certaine valeur pour chaque paramètre ou juste pour certains paramètres, ces paramètres-là peuvent être omis. Remarquez par contre que je ne peux pas
omettre à partir du début. Je vais omettre uniquement à partir de la fin. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas faire quelque chose comme ça. Je ne pourrais pas dire, je ne te donne pas de message, mais je te mets le nombre de fois que je veux que tu l'écrives. Ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il va nous dire, ça ne marche pas. Il va commencer par essayer d'affecter la première valeur au premier paramètre, et ainsi de suite. C'est lorsqu'à la fin, il n'y aura plus de valeur qu'il va commencer à utiliser les valeurs par défaut. Donc, on peut seulement skipper à partir de la fin. Donc ça marche pour n'importe quelle fonction. Ce que ça veut dire, c'est que ça va marcher aussi pour mon constructeur. Ça veut dire que je peux me prendre mon constructeur qui est ici et je peux dire, je vais mettre une valeur par défaut à mon paramètre. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que ce constructeur-là peut être utilisé en lui passant un paramètre ou en lui en passant pas. Et si on n'y en passe pas, il va utiliser le 0 automatiquement. Si je laisse ça juste comme ça, qu'est-ce qui va se passer quand je vais essayer de compiler tout ça? Je vais avoir un problème. Parce que je me retrouve avec deux constructeurs qui peuvent faire la même job. Un constructeur sans paramètre et un constructeur avec un paramètre et une valeur par défaut. Supposons que je fais ça ici comme ça. Je vais remettre ma déclaration. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ça ne compile plus. Il va me dire, la classe C entier encapsulée a plusieurs constructeurs par défaut. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, il veut dire, regarde, tu ne me dis pas quel constructeur utiliser. Tu ne me fournis pas de parenthèses pour me dire, comme par exemple ici, je te passe un entier. Quand je lui passe un entier, il sait tout de suite quoi faire. Il va aller ici et il va dire, ben, je vais prendre le constructeur qui accepte un entier. Tu me passes un entier, je le mets dans un entier, c'est logique. Mais quand je lui passe rien du tout, il va dire, lequel tu veux ici? Est-ce que tu veux le constructeur qui n'a pas de paramètres ou tu veux le constructeur qui en a un, mais que ce coup-ci, on n'y en donne pas, fait qu'il va prendre sa valeur par défaut? Théoriquement, nous, on sait que ça revient exactement au même, mais lui, il ne sait pas. Peut-être que les deux sont différents. Peut-être qu'ils ne font pas la même chose. Peut-être qu'ici, c'est écrit d'autres choses. Peut-être qu'à l'intérieur du corps de ça, il y a d'autres choses qui se passent. Il ne peut pas le savoir. Donc, il ne sait pas lequel des deux tu veux, puis là, à ce moment-là, ça lui cause un problème. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer un des deux. Je ne peux pas utiliser deux constructeurs qui reviendraient au même, qui peuvent être utilisés dans les deux cas. Je vais remettre mon 0 ici. Si je l'enlève ici, je dois l'enlever dans le CPP pour que ça corresponde. L'autre, par contre, je le laisse. Et remarquez que si j'ai changé dans le point H pour mettre le égal à 0, je n'ai rien changé ici dans le CPP. Lui, il ne sait pas. Il va recevoir un 0, mais il ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est l'utilisateur qui lui a passé ou est-ce qu'on n'avait rien mis puis c'est la valeur par défaut? À ce niveau-là, il s'en fout. De la même façon que ici, dans mon affiché, mon message tout à l'heure, je n'ai rien changé là quand j'ai décidé de rajouter des paramètres par défaut. Là, ça fonctionne. Et puis là, quand j'exécute ceci, ben là, ça ne fait plus rien parce que j'ai décidé de tout commenter. On va remettre les affichages. Au moins, ça compile. Maintenant, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de ligne rouge. Quand je l'exécute maintenant, ben ça marche. Les deux premiers sont initialisés à 0 parce que c'est mon constructeur avec une valeur par défaut. Donc, lequel des deux je prends? Ben, c'est vraiment au choix. Si je veux en faire juste un sans paramètres, je peux utiliser celui-là. À partir du moment où j'en ai qui ont des paramètres, c'est peut-être plus simple de leur mettre des valeurs par défaut pour qu'ils puissent servir dans les deux cas, soit avec une valeur, soit sans valeur. Donc, par exemple, si je me fais une classe personne qui a un nom puis un âge, ben, je peux me faire un constructeur avec paramètres qui contient des valeurs par défaut. Et je vais dire, par défaut, une personne s'appelle Roger et a 20 ans, si on ne lui spécifie rien. Alors cet unique constructeur-là va remplacer un constructeur sans paramètres, parce qu'il va le mettre à Roger et à 20. Un constructeur qui accepte juste le nom. À ce moment-là, il va prendre le nom qu'on lui fournit, mais il va mettre l'âge à 20 ans. Et un constructeur qui accepte le nom et l'âge, parce qu'on peut lui passer deux valeurs, mettons Georges et 40, et c'est ça qu'il va prendre à ce moment-là. C'est seulement lorsqu'on ne lui passe pas un des paramètres ou les deux paramètres qui va prendre les valeurs par défaut. Donc voilà, fait qu'avec ça, maintenant, vous êtes équipé pour créer des objets qui sont capables de s'auto-initialiser à la construction et même de permettre à l'utilisateur de nos objets dans le main de choisir comment il veut les construire en lui passant les valeurs qu'il veut. Donc vous allez maintenant pouvoir pratiquer ça dans les exercices.